La littérature enfante des monstres merveilleux, totalement monstrueux, dévorant la chair de leurs victimes encore sanglantes à leur croc noir, et totalement merveilleux, magique, totalement tissé dans notre quotidien et totalement ailleurs, en allée, avec nous vers le grand large. Nadja m'avait invité à lire autrement, entre ces lignes, le monde étroitement réel. J'ai voulu faire le chemin inverse, traverser ton mythe, revenir à la femme réelle, cachée à l'intérieur. Mais où est le réel ? Remontant à la source, j'ai rencontré en réalité une autre histoire, celle que racontent tes lettres. J'ai rendu le classeur qui les conserve. Je n'ai plus qu'à refermer le livre de Breton. Finalement, si elle existait, cette machine à remonter le temps, que ferais-je ? Et toi, que ferais-tu, Léona, connaissant la suite de l'histoire ? Si je pouvais revenir à cet automne 1926, je ferais mon possible pour t'aider à trouver du travail, pour que tu ne dépendes plus des hommes. Pour ces visions qui t'effraient, je t'obtiendrai un rendez-vous auprès de ce nouveau docteur qui soigne par la parole les esprits tourmentés. Je ferai tout pour que le 20 mars 1927 soit dans ta vie un jour comme un autre. Je ne te laisserai pas tomber. Mais le 4 octobre 1926, je resterai sur le bord du trottoir rue de Lafayette. Je vous regarderai sans rien faire, sans rien dire, sans entraver la marche qui vous conduit l'un vers l'autre, sans détourner l'éclair, je vous regarderai. André Breton et toi, avancés l'un et l'autre, le regard également fier et haut porté. Il faut parier, il faut jouer à sa partie. Il faut croire à la rencontre d'un jour ou d'une vie. Il faut laisser crépiter l'étincelle. Lui, il traverse au carrefour. Toi, tu vas curieusement farder, comme quelqu'un qui, ayant commencé par les yeux, n'a pas eu le temps de finir. Tu souris au-delà de lui, au-delà de moi, et je t'entends murmurer « Je veux toucher la sérénité d'un doigt mouillé de larmes. » Ella Balert, Léona D., la femme cachée dans le mythe de Nadja. Ella Balert, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé vers Léona Delcourt ? D'abord, merci beaucoup Jeanne de cette invitation, c'est un vrai plaisir. J'aime bien l'expression « qu'est-ce qui vous a poussé ?» parce qu'effectivement, j'ai été poussée ou alors j'ai été tirée, je ne sais pas. Mais ça n'a pas été un choix un jour de me dire « tiens, je vais travailler, si je travaillais sur Léona ou sur Nadja, etc. » C'est-à-dire que c'est une suite de circonstances que je raconte d'ailleurs dans le livre, de circonstances, ce genre de circonstances que Breton appelle les circonstances pétrifiantes ou synchronicité, et que moi j'aime bien rebaptiser les coïncidences électives. Donc une suite d'événements comme ça, de signes qui me sont venus du réel et qui me montraient du doigt la tombe de Léona Delcourt. Je ne savais pas encore que ça allait me conduire à elle. J'enregistrais des choses, j'enregistrais des appels, je ne les comprenais pas, je ne les interprétais pas, mais j'y allais. Et ça m'a pris 2 ans et je suis allée jusqu'à la tombe, comme ça, de Léona. Dans ce livre, parce qu'il est très émouvant, il est même bouleversant et poignant, vous avez déterré une femme derrière son mythe. Léona Delcourt est connue sous le nom de Nadja. C'est l'amour fou, enfin ce sont 2 livres différents, mais c'est vraiment André Breton, c'est toute cette période. Et moi, personnellement, je ne savais pas l'histoire de Léona. Et j'ai déterré. Oui, vous l'avez déterré. Nadja. C'est presque ça, parce qu'effectivement, je suis allée sur sa tombe, qui est donc au cimetière de Bailleul, à côté de l'asile où elle a fini sa vie. Et c'est devant sa sépulture que j'ai eu cet effet de réel terrible de me dire, si elle est morte là, c'est qu'elle a vécu. Et donc, effectivement, d'une certaine façon, j'ai gratté la terre. D'ailleurs, j'ai ramené un petit caillou que j'ai sur mon bureau. Parce qu'il y a un effet de réalité très très fort de la présence de la mort dans ce cimetière. Alors, l'amour fou, oui, c'est vrai que Nadja, je l'avais lu quand j'étais étudiante et je gardais cette image. Pour moi, c'était le récit d'un amour fou, même si le titre, L'amour fou d'André Breton, voilà, c'est un autre livre, c'est une autre femme. Mais j'avais occulté tout ça. Pour moi, Nadja, c'était l'amour fou. Et c'était l'amour fou entre les deux, en réalité. Ce qui n'est pas le cas dans les faits. Dans le mythe, peut-être, mais dans les faits, non. Vous dites d'ailleurs, j'ai voulu traverser ton mythe et revenir à la femme réelle, cachée à l'intérieur.
Et ma question est que André Breton aussi est un mythe lui-même, c'est quand même le surréalisme, enfin toute la légende, la vérité d'ailleurs qu'il y a autour de tout ça. Comment une femme mythe et un homme mythe, il n'y en a qu'un seul qui est resté? André Breton a poursuivi sa vie après la rencontre de Nadja, de Léona Delcourt. Il l'a rencontrée, ils se sont vus pendant 10 jours, ils se sont côtoyés pendant les 5 mois suivants, puis elle a été internée. Dans le livre, ça devient, j'ai appris un peu plus tard, on m'a prévenu, on m'a informé que Nadja était folle. Voilà, elle disparaît du récit. Et lui continue sa vie, et lui fait son texte et continue sa vie. Donc il est rentré dans le réel, il n'a jamais réellement quitté le réel. Léona Delcourt, le drame, c'est que le mythe l'a effacé du réel. L'a effacé, elle l'a inscrit dans le texte, mais l'a effacé de la réalité. Alors, tout commence le 4 octobre 1926, rue Lafayette. André Breton et elle marchent presque l'un vers l'autre, et le destin est en marche. Oui. Donc, l'étincelle. Et là, un compte à rebours va commencer pour vous, parce qu'on le saura après, elle aura très peu de temps. Que s'est-il passé ce 4 octobre 1926? Ce n'est pas un coup de foudre, mais leurs regards se croisent, aussi arrogants et fiers l'un que l'autre. Là, le regard qui porte haut, ce qui déjà pour une femme en 1926 dans la rue est déjà... ça signifie déjà beaucoup de choses, une certaine liberté, une certaine fierté, une certaine... Et Breton aussi marche le regard haut, lui. Et il se passe cette chose extraordinaire et essentielle dans le surréalisme qui est une rencontre. Oui. Ils se rencontrent. Et on sait que la rencontre, c'est quoi? C'est une étincelle magique, que ce soit la rencontre des personnes, la rencontre des cultures, la rencontre des mots dans une phrase, la rencontre sur une table de dissection d'un parapluie. Il se passe cette chose absolument explosive, cette déflagration dans le réel qui fait que ces deux êtres vont se rencontrer, vont se retrouver, vont explorer ensemble le temps comme ça de quelques jours et de quelques mois, un espace commun qui va se situer hors de cette réalité de la rue, où pourtant c'est né. Pendant cette période-là, Léona Delcourt vivait dans un hôtel. Oui. On va un peu parler peut-être de sa vie sans spoiler le livre, mais bon. Oui. Elle est, donc on est en 1926, elle est à Paris depuis 3 ans. Et elle vit d'hôtel en hôtel de façon assez précaire, de petits métiers, de ses charmes à l'occasion aussi. Elle aime la rue, elle aime la vie, comme elle dit. Donc elle cherche à travailler dans le milieu des théâtres, elle aimerait coudre des vêtements, mais elle est très précaire, elle est maigre, elle est pauvre, elle se demande comment payer son hôtel. Donc, d'ailleurs, le premier jour où Breton la rencontre, elle est pauvrement vêtue. Quand il se donne rendez-vous pour le lendemain, et là le lendemain elle s'est métamorphosée, elle a fait un effort d'élégance pour plaire à cet homme bourgeois qui peut-être s'intéresse à elle et va pouvoir l'aider, et qui déjà commence à la fasciner. Mais elle est en effet dans une situation très précaire, elle est marginale, à tout point de vue d'ailleurs. Elle a laissé une fille dans le Nord, elle est fille-mère, Le compte à rebours n'est pas seulement entre la période où elle est libre et après quand on va l'interner, mais le compte à rebours, c'est le compte à rebours de l'amour, enfin de ce temps. Oui. Elle s'engageait beaucoup et lui se désengageait au fur et à mesure. Ça vient très très vite. Très vite. Très vite, puisqu'on a dans les carnets de Breton la description de ce qui va être Nadja, enfin l'état premier de ce qui va être Nadja, donc des petites notes qu'il a prises, non pas au jour le jour, mais au bout de 10 jours, à partir du moment où il sait qu'il va faire un récit de cette histoire, il rétablit quelques petites notes jour par jour. Or, dès le 3e jour, il écrit qu'il ne l'aime pas, qu'il a tout pouvoir sur elle, qu'il se rend compte qu'elle est en son pouvoir et qu'il va faire quelque chose, de cette histoire, mais qui ne relève pas de l'amour. Alors qu'elle, petit à petit, on le voit dans ses lettres, va devenir de plus en plus passionnément amoureuse, mais vraiment au sens de la passion. Elle va le sublimer, l'en faire un dieu, ça va prendre des élans mystiques, elle va réécrire la prière à Marie en prière à la lumière, qui est une prière à Breton, enfin vraiment elle le magnifie absolument, quoi. Donc effectivement, le point de départ c'est une rencontre, ils sont tous les deux à égalité dans la rue, leurs regards se croisent, mais ensuite très rapidement les destins divergent et l'amour diverge. Et vous parlez de compte à rebours, oui c'est parce qu'effectivement à partir du moment où moi je lis les lettres de Léona et où je réagis à ces lettres dans mon texte,
je fais le décompte, parce que je sais comment cette histoire va se terminer. Vous avez employé le mot destin, c'est exactement ça, c'est terrible, c'est absolument terrible de lire ces lettres, qui sont des lettres d'amour fou, effectivement, pour le coup. C'est magnifique. Elles sont magnifiques, puis on voit aussi la folie arriver, la folie amoureuse et la folie tout court, enfin la déraison, disons. Et moi, je sais, quand je les lis, qu'il ne reste plus que 150 jours, 80 jours, 42 jours. Et c'est dramatique de lire ça. Ouais. C'est dramatique parce qu'on la voit faire des efforts, essayer de lui plaire, le supplier. Elle est vraiment la suppliante absolue de tragédie, quoi. Et en même temps, elle a aussi elle a un côté un peu médium, un peu des visions. Absolument. Ce qui lui a plu d'ailleurs à lui. Oui. Et en mixant ces deux choses, elle espère que tout va changer. Elle espère, elle y croit, elle fait des efforts, mais très comme une gamine, on la voit, elle écrit, elle essaie d'écrire de la poésie, elle s'applique, elle fait des brouillons de dessin, Breton l'a présentée à son petit cercle d'amis, et donc pour elle c'est un changement de vie quand même possible que d'entrer dans ce groupe-là et de devenir, il était question qu'il publie un dessin d'elle, une boule de neige aussi dans la Révolution surréaliste, donc un avenir artistique commence à peut-être s'offrir à elle. Donc elle fait des efforts, là on la voit s'appliquer pour écrire dans ses brouillons de poèmes. Mais ça ne marche pas. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'elle a été presque jusqu'à mourir de faim, parce que quand même, parfois elle vendait ses charmes. Il l'a même critiqué pour ça. La relation de Breton à la prostitution est assez ambivalente, parce qu'effectivement, il repère très vite ce qu'elle est, de quoi elle vit, elle ne le cache pas, elle le lui dit dès le premier jour, donc il est parfaitement au courant, et ça l'attire, et en même temps, il va le lui reprocher, en effet, et pourtant, il ne va pas, elle lui demande de lui trouver du travail, en disant, mais je ne dirais même pas qu'on se connaît, enfin, trouve-moi, tu as un réseau, donc je suis prête à faire n'importe quoi, n'importe quel travail, je suis prête, et je ne dirais pas que je te connais, mais il ne lui donne pas de travail. Cela dit, ça n'est pas un livre sur Breton ni contre Breton, enfin, je ne rentre pas du tout là-dedans, et il a quand même vendu un Derain pour l'aider, il lui a donné de l'argent quand elle était, donc il a aussi contribué à l'aider, et puis il l'a poussé aussi donc à créer malgré tout, donc c'est très, très ambivalent et très compliqué, mais effectivement, et le jour où il apprend qu'elle a été frappée, enfin, et puis ça n'est pas en empathie, c'est dur, mais finalement ça l'agace, quoi. C'est une réaction étrange, enfin, et lorsqu'il ils passent ensemble une nuit, après cette décade enchantée, là, dont parle Georges Sébach, ils passent ensemble cette nuit, le lendemain c'est fini, il la quitte, et parce qu'il y a ces autres corps qui sont passés sur son corps à elle, et que voilà. Et puis c'est cette scène dans l'hôtel qu'il reprend après, parce qu'on les attendait à un train. Donc le problème ferroviaire est devenu le sujet, et elle était morte déjà. Oui. Et vous dites, elle est morte 2 fois au fond. Et oui, parce que dans l'édition de 1928, il est écrit en toutes lettres qu'ils ont décidé d'aller à l'hôtel Saint-Germain, y passer la nuit. Et dans la réédition de 1963, donc là elle est morte depuis, elle est morte en 41, donc ça fait 20 ans qu'elle n'existe plus, mais il la tue effectivement une deuxième fois, d'une certaine manière, parce que il va effacer cette mention-là, et ça devient que il n'y a plus de train, donc la SNCF a fait, enfin je ne sais plus comment il le formule, mais ça n'est pas un choix, ça n'est pas une décision commune de dormir ensemble. C'est les faits et puis il minimise, il ne parle plus d'hôtel. L'hôtel a disparu. Et donc la relation charnelle a disparu. Ce qui se comprend littérairement. Je trouve que même elle n'était pas dupe qu'il ne l'aimait pas. Elle le sentait malgré sa grande engagement. Est-ce qu'on peut être dupe quand on ne nous aime pas? On le sait bien. Elle a tenu jusqu'au bout. Et justement, vous étiez en train de dire que c'est pas un livre sur Breton, en effet, c'est sur elle. Elle est Breton, mais après, dans ce compte à rebours, arrive ce jour, elle perd complètement, je dirais, l'entendement, et elle fait ce scandale dans l'hôtel, et la gardienne appelle la police. Oui, c'est ce qu'on appellerait une crise de décompensation actuellement, vraisemblablement. C'est quelqu'un qui avait une grande fragilité psychologique avant de rencontrer Breton, ça ne sort pas de rien, et tout ne vient pas de la rencontre, ni de la rupture amoureuse, ni du sentiment d'abandon.
mais elle avait cette fragilité qui faisait qu'elle pouvait avoir des visions. Mais elle en était consciente. Par exemple, quand ils sont dans le train, à un moment donné, elle dit à Breton « Oh, il y a un homme au-dessus du wagon, j'ai vu un homme, une tête d'homme par la fenêtre. » Donc, on dit « Non, c'est une vision. » Elle dit « Non, non, ce n'est pas une vision. Je sais quand c'est une vision. » Et effectivement, il y avait un homme qui était Breton a pu s'en assurer, ce n'était pas une vision, ce n'est pas une hallucination. Pour autant, elle pouvait en avoir, donc des hallucinations et des pertes comme ça de conscience. Et dans les lettres, on voit, là aussi c'est absolument dramatique, on voit qu'elle sent, comme elle dit, que ma raison se meurt. Elle sent que la raison s'échappe, elle sent qu'elle devient folle. Est-ce que je suis forte ou folle? Elle sent qu'elle perd pied, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que la première partie, on a l'impression, je reviens à ce mot déterré, que vous nous la faites sortir derrière, ce n'est plus Nadja, elle commence tout doucement à redevenir Léona. Et le compte à rebours a commencé, et là, il y a la scène tragique de l'hôtel, la police arrive, et enfermement d'office. Et là, le compte à rebours... Là, une femme de sa condition en 1927, puisqu'on est en mars 1927, n'a aucune chance de s'en sortir. La police n'intervient parce qu'elle fait du bruit, elle fait des ordres pour des tas de raisons dans son hôtel. L'embarque à la préfecture, l'infirmerie spéciale de la préfecture de police. Le premier, ce qui n'est pas encore vraiment un diagnostic, mais qui quand même déjà pose une étiquette médicale sur elle, l'a dit. Voilà, absolument. Et donc une femme comme elle, qui est seule, sans appui, sans argent, qui vit un peu de ses charmes, qui raconte un peu n'importe quoi, qui est absolument déshydratée, dénutrie, très maigre, etc. Et dangereuse pour la société. Voilà, elle n'a aucune chance. Et qui en plus crie mort aux vaches. Oui. Et abat la police. Voilà. C'est une Germaine Berton en puissance, hein, donc une anarchiste. Voilà. Bien sûr. Donc non, elle a toutes les. Elle ne peut pas s'en sortir à ce moment-là, sauf intervention d'un ami puissant, ce qu'aurait pu être André Breton à l'époque, mais faute d'appui. Alors elle a passé par 3 endroits, Sainte-Anne. 3 jours. Oui. Et après son père. Alors après Péry-Vaucluse en région parisienne pendant 1 an, et puis ses parents qui habitaient dans le nord près de Lille ont réussi à la rapatrier, et donc elle a passé les 13 années suivantes à l'asile de Bailleul, où elle est morte en 1941. L'hôpital était occupé, Bailleul a été occupé en mai 1940, je crois. L'hôpital était occupé, enfin, il y a eu une épidémie de typhus, enfin, et donc elle est morte en 1941. Et là, on commence la partie de vraiment l'internement. Ça veut dire qu'elle est enfermée, elle ne sortira plus. Non. Et vous racontez le délabrement, l'horreur, le côté malnutri, parce que c'était pas méchant de la part des soignants, mais il n'y avait rien. Non, enfin, mourir. Bien sûr, pendant la guerre. Alors après, oui, il y a eu un documentaire comme ça, l'hécatombe des fous. Oui. Il y a eu toute une enquête sur les 45 000 décès des malades mentaux pendant la guerre qui auraient peut-être été abandonnés et qu'on aurait laissé mourir pour obéir aux ordonnances de vie. On ne sait pas, de fait l'hôpital était occupé, la terre ne donnait plus rien, il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas de soins, il n'y avait rien, en fait il n'y avait même pas le personnel. Une partie avait fui au moment de elles avaient passé 3 jours, 3 jours sous terre pour éviter et quand elles étaient ressorties, il n'y avait plus que le tiers des infirmières qui étaient là, enfin il n'y avait pas de personnel, rien à manger. Bon. Donc, et vous dites, on ne peut pas créer, on ne peut rien faire quand on est interné comme ça. Et vous faites référence à Camille Claudel, qui était d'une autre période, et à Léonora, j'ai oublié son nom. Léonora Carrington, qui a créé et qui est devenue une très grande artiste. Parce qu'elle est sortie. Après, voilà, c'est un petit peu après, et qui était une compagne des surréalistes, qui a fait une œuvre absolument magnifique. Enfin, ces tableaux sont vraiment sublimes. Mais c'est après, effectivement, elle a traversé tout ce que Léona a traversé, mais sur une période beaucoup plus brève. Et elle n'était pas abandonnée par Max Ernst, comme Léona l'a été par André Breton, parce que Max Ernst l'aimait. Elle a été portée par cet amour, même si après, il l'a crue morte. Enfin, bon. Mais il l'a sortie de là, d'ailleurs.
je crois. Oui, 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 ils se sont retrouvés après la guerre, oui. Mais bon, chacun menant sa vie d'ailleurs, mais enfin, ils se sont retrouvés. Donc la situation n'est pas comparable, mais elle décrit par exemple les effets du cardiazole sur le corps, que moi je ne peux pas imaginer, je peux trouver des descriptions, mais Léonora raconte au moment de son internement ce que le corps subit par ce médicament qui provoque des convulsions, parce qu'à la fin de Nadja, le livre s'achève par la beauté sera convulsive ou ne sera pas, mais convulsive, c'est une image, c'est une métaphore, on est dans la simulation, on est comme quand Éluard et Breton publient, éditent et écrivent des simulations de démence, on est dans la posture littéraire, dans l'écriture. Léona, elle le vit dans son corps. Et la convulsion, c'est pas une métaphore, c'est le corps qui se tord tellement qu'on sait qu'il y a des accidents, qu'il y a des colonnes vertébrales qui se brisent, des cervicales. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent qu'elle subit dans son corps. Et effectivement, j'ai mis l'accent sur la façon dont le corps de Léona, puisque je ne suis plus dans le mythe, je suis dans la réalité, le corps de Léona a pu être massacré, traité et maltraité par la psychiatrie de l'époque. Il n'y avait pas encore de neuroleptiques, il y avait des traitements effectivement de choc. Si vous étiez là, on l'a dit au début, je l'ai lu, si vous étiez là à cette période, vous l'aurez aidé? J'aurais essayé. Si j'avais eu les moyens d'André Breton, c'est facile de dire ça, hein. On refait toujours l'histoire et on se dit, ah moi j'aurais été... mais enfin il me semble, oui, que j'aurais vraiment essayé Mais ne serait-ce que ça, je serais allée la voir, j'aurais gardé le contact, le sentiment de déréliction dans lequel elle a été, à partir du moment où elle s'est trouvée internée, où elle n'avait plus de contact, et où à Péré-Vaucluse, personne ne venait la voir, Breton n'est pas venu la voir, elle a été dans un état de choc, une sidération absolue de se retrouver enfermée. Elle qui vivait dehors, c'était vraiment tellement aux antipodes de tout ce qu'elle espérait et de tout ce qu'elle vivait. Elle aime la rue, elle se trouve enfermée, elle vit dehors, elle se retrouve à l'intérieur, elle aime Breton, elle comprend qu'il ne viendra jamais la voir et elle est absolument abandonnée. Ses parents lui écrivent mais elle ne lit pas les lettres. Elle est aussi dans un état quand même de choc tel qu'elle réagit peu. Les premiers témoignages médicaux qu'on peut avoir dans son dossier montrent qu'elle est dans un état de prostration, enfin elle alterne. Elle alterne les états de mutisme et de négativisme, c'est-à-dire elle refuse tout, elle refuse de parler, de manger, etc., avec des états d'excitation intense parce qu'elle se rebelle, parce qu'elle se révolte, parce qu'elle ne veut pas être là, parce qu'elle dit qu'elle n'est pas folle, et que personne, non seulement personne ne l'entend et n'en tient compte, mais même ça joue contre elle. Plus on dit qu'on n'est pas fou, plus on passe pour fou. Donc c'est vraiment le cercle vicieux. Et donc ce sentiment d'abandon est terrible. Donc oui, j'aurais essayé de la sortir de là, j'aurais essayé de faire jouer des relations, j'aurais essayé... La psychanalyse commençait à arriver, on pouvait commencer à envisager d'autres traitements possibles que les traitements de choc. Mais on enfermait facilement les femmes à l'époque quand même. On enfermait très facilement les femmes, absolument. Et j'ai consulté les registres d'internement, alors c'est pas 1926, c'est un petit peu avant, c'est 10 ans auparavant. Mais enfin c'est quand même intéressant de voir les causes d'internement 10 ans auparavant. Il y a beaucoup de choses qui ont trait à la situation, enfin la condition féminine, hein, et tout ce qui concerne la menstruation, enfin le corps féminin, tout ce qui est censé hormonalement nous dérégler et nous conduire finalement assez facilement à la folie, au meurtre, à la boisson, etc., quoi, à la marginalité. Hein. Mais même, on a des cas comme ça d'internement très arbitraire parce qu'une femme voulait travailler. Oui, et son mari ne voulait pas. On a des exemples concrets. Donc, elle est internée. Une femme adultère. Le mari se proteste. Si elle va voir ailleurs, c'est qu'elle est folle, internement. Une femme qui aime un homme plus jeune. Internement. Dans ce sens-là. Donc, on l'interne. Et on a même recensé 3 cas, alors c'est encore un petit peu dans un registre encore antérieur, 3 cas comme cause d'internement, comment est-ce que c'est formulé déjà, à cause de la lecture. On les enferme parce qu'elles lisent trop. Elles lisent, voilà, c'est le syndrome bovarien, là, voilà, on lit des livres, alors on devient folle, on interne. C'est vraiment très... Après avoir creusé et ramené Léona, quel regard vous portez, non pas sur Breton lui-même, mais sur le surréalisme aussi? Il se rendait compte un peu de tout ce qui se passait, je dirais, dans la vie réelle?
Oui, je pense qu'il se rendait compte. Et là aussi, c'est très ambivalent, quoi. C'est-à-dire qu'il professe la libération. Il professe la libération de l'amour. L'amour, on sait que la triade, l'amour, la poésie, la liberté, c'est essentiel dans l'esthétique et dans le mode de vie surréaliste, hein, puisque décrit le surréalisme non pas comme une théorie ou une école, mais vraiment un mode de vie. Bon, pour autant, c'est assez ambivalent du point de vue de la femme, parce qu'il professe la libération de l'amour beaucoup plus que la libération de la femme. C'est pas tout à fait la même chose. Non. Et bon, là, donc il y a des choses qui se jouent là. Après, c'est ambivalent parce qu'on sait que dans le groupe initial, on est quand même encore en 1926, le manifeste c'était 1924, on est au début du groupe en tant que groupe quand même. Après, il s'est dissous un peu le groupe. Voilà, il s'est dissous et il s'est quand même ouvert à quelques figures féminines. Oui. Mais à cette époque-là, il est exclusivement masculin quasiment. Les femmes qui sont là sont les compagnes, sont voilà, les muses, avec toute l'ambiguïté que ce mot, enfin dans ce mot est porteur. Mais Léona, c'est une muse, mais au sens, mais vraiment au sens premier du terme, hein, parce que si vous vous souvenez, dans les muses de la mythologie, dans la théogonie des Iodes, les muses, c'est celles qui vont donner don de voyance poétique au poète. Il le dit dans la prologue, hein, dans son prologue, c'est ça. Les muses, ce sont ces médiatrices entre les dieux et les humains sur le mont Hélicon qui viennent et qui lui disent: tu as une mission qui va être de raconter l'histoire des dieux et notre histoire. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que Léona, elle reprend ce mot de mission. Oui. Elle reprend, dans ses lettres, elle dit, à partir du moment où elle passe par plusieurs étapes dans ses lettres, mais à partir du moment où elle, d'une certaine façon, elle consent à son sort, quoiqu'elle ignore certainement ce qu'il attend, jusqu'à quel point son sort est terrible, mais elle consent à ce que Breton utilise son histoire. Oui. Elle est même peut-être demandeuse de faire quelque chose de leur histoire. Oui. À partir de ce moment-là, elle lui dit, c'est une mission. Tout ce que tu fais sera bien. Et ce mot de mission, quand on voit qu'il est déjà à l'origine même de l'histoire des muses, c'est quand même terrible, quoi. C'est très fort, hein. Elle retrouve quelque chose de très très lointain, très ancien, très enfoui. Qu'est-ce qui vous a, dans votre vie personnelle, bien sûr je ne vais pas rentrer dans un côté pudeur, mais quelque chose dans votre vie personnelle a touché à un des épisodes de Léona? Les livres, ils sortent jamais par hasard. Quand je vous disais que j'avais été poussée vers elle, c'est parce que c'est arrivé à un moment, cette rencontre avec Léona, parce que là aussi c'est une rencontre. Oui. Cette rencontre avec Léona, c'est arrivé à un moment où j'étais dans une réflexion très, très active autour du pseudonyme déjà, parce que Nadja est un pseudonyme. J'avais publié de Plume et d'Ailes dans lesquelles je racontais les raisons pour lesquelles j'avais choisi un pseudonyme il y a une trentaine d'années, et ce que c'était que de vivre dans la réalité sous un nom qui n'était pas réel, en quoi ça biaisait. Donc cette réflexion sur le mythe et le réel, la fiction et la non-réalité, la réalité cryptée, pas cachée, le pseudonyme ne cache pas, il crypte. J'étais déjà là-dedans, donc ça préparait le terrain. Et effectivement, la rencontre avec Léona, ça a réactivé tout cela, ou plutôt, ça a fait que la rencontre a pu avoir lieu à ce moment-là. Je la connaissais depuis vraiment longtemps, quand je l'avais croisée quand j'étais étudiante, mais là, je la redécouvrais avec cette thématique-là, en fait. Vraiment, et c'est comme ça que ça a pu me parler, cette thématique de l'effacement. Pourquoi est-ce que pour vivre, parfois, pour exister, pourquoi on a besoin de s'effacer dans le réel? C'est le pseudonyme. Il y a un espacement de soi qui est nécessaire pour une réalisation de soi. C'est très paradoxal. Mais il y a effectivement une invisibilité de soi sous son nom de naissance, de famille, etc., dans un statut, dans la réalité, et qu'il va falloir effacer, qu'il va falloir corriger par la création d'un autre nom, d'un récit de soi. Moi, j'ai trouvé le besoin, dans toutes ces années sous pseudonyme, de me raconter autrement ma vie, d'avoir un récit de moi dans lequel j'avais une place. Parce que dans le récit que j'avais reçu, j'avais pas de place. Et je pense que pour Léona, quelque chose, elle-même, elle se dit, voilà, moi c'est Nadja, parce que c'est le commencement du mot espérance en russe. Elle est dans le récit d'elle-même et dans la transformation d'elle-même, de Léona, femme réelle, en mythe. Et je crois, j'ai profondément ressenti cette connivence avec elle sur la question de l'existence. Comment on n'existe pas dans la réalité et comment
on accède à un sentiment d'existence, ce qui est très différent, sous un nom d'emprunt. Et je pense que cette métamorphose de Léona en Nadja lui a permis, l'a fait mourir, ou a accéléré sa folie, on va dire, accélérer sa maladie peut-être, qui était là, latente, mais ça l'a fait passer dans le comportement et ça l'a conduite à sa perte. Et en même temps, ça lui a peut-être donné un sentiment d'existence. C'est ce que je veux croire. C'est ce que je veux croire, que malgré tout, elle a eu un peu, à un moment donné, un sentiment d'existence dans ses dessins, dans cette relation avec un homme qu'elle aimait éperdument. Quel est le passage que vous aimeriez nous lire? Le début. Je vais vous lire le début. Donc là, nous sommes le 20, je ne le dis pas dans le texte, mais c'est vraiment, le texte commence comme ça et nous sommes en 1927, le 21 mai 1927. Un chapeau, un manteau, une fourrure. Léona Camille Ghislaine Delcourt. Un paletot laine, une robe, une chemise nuit, une combinaison. Les portes de l'infirmerie de la préfecture de police claquent sur toi, Léona. Un tricot, une paire de bas. Léona, saisie, emparée, désemparée, te voici dépouillée du peu qui te tissait vivante. Ce 21 mars 1927, tu dis, tu luttes pour le droit, le bien et la liberté. On dit, tu tiens un langage bizarre. Une paire de chaussures, un sac à main. Tu vois ces gens qui s'agitent autour de toi et tu en vois d'autres aussi derrière. On dit, tu as une maladie mentale. Ni argent, on te juge. Ni bijoux, on te place d'office. Ni papier de valeur. Tu n'as plus rien, sauf la peur, sauf le froid. On signe, docteur Logre. On t'enferme. Dehors, c'est le printemps. Et là, je commence le récit. Donc, la première partie s'appelle Rencontre. Pendant très longtemps, Léona, sache que tu n'existais pas, ni pour moi, ni pour beaucoup de gens. J'avais lu Nadja d'André Breton dans les années 1980. Nadja était le titre d'un récit, le nom d'un personnage, comme Madame Bovary. Une invention d'auteur, peut-être inspirée de loin par une figure réelle. Qui était derrière ce nom de Nadja? Y avait-il même seulement eu quelqu'un? Je ne me posais pas cette question. Tu étais cette question, et je l'ignorais. C'est peu dire que j'ai aimé ce récit à la première époque où je l'ai lu. C'est même peu dire qu'il m'a marqué. Il m'a offert le monde en livre ouvert, invitation à m'y aventurer, l'explorer, le deviner, le décrypter. Longtemps, comme tant de lectrices et de lecteurs, je n'en ai retenu que ceci. Nadja est l'histoire d'un amour fou. Une histoire qui prouve qu'un tel amour existe et peut se rencontrer. Pendant des années, j'ai oublié le début du livre et j'en ai oublié aussi la fin. J'ai en fait des décennies durant tout oublié de lui, sauf sa partie centrale qui racontait à travers votre histoire à Breton et toi, la passion amoureuse, forcément dévorante funeste, forcément absolue, forcément forcenée. Toi, Léona, tu n'existais pas. Je ne te voyais pas, je ne t'entendais pas, je ne te parlais pas. C'est magnifique. Si quelqu'un m'a demandé pourquoi il faut lire ce livre, il faut le lire pour Léona Delcourt. D'ailleurs, on l'appelle Léona. C'est comme si c'était quelqu'un des nôtres. Et sur cette page, il y a un très beau dessin, on le montrera tout à l'heure. Ce dessin, c'est quoi? C'est un point d'interrogation. Qu'est-elle? Qui est-elle? Qui est-elle? Qu'est-elle? Voilà. Ah oui, mais ça, c'est intéressant parce que Breton commence son récit de Nadja par qui suis-je? Oui. Et effectivement, c'est une enquête sur lui-même en réalité. D'ailleurs, c'est l'image qu'il a de la femme. Hein. La femme, c'est quelqu'un qui se traverse, c'est l'initiatrice, la créatrice, qui se traverse pour aller jusqu'à la connaissance du réel, mais aussi à la connaissance de soi. Et c'est ce qu'il va faire, effectivement. Léona lui a permis de connaître ce qu'il appelle sa différenciation. Donc il y a cette interrogation identitaire, qui suis-je? Mais chez Léona, on a la même question identitaire, et ça rejoint ce que je disais du pseudonyme, sauf que ça n'est pas qui est-elle, ni qui suis-je, c'est qu'est-elle, comme si elle est devenue pour elle-même un objet. Oui. Elle s'objective, enfin c'est très laid, mais voilà, surtout au regard du dessin, mais voilà, elle devient un objet d'interrogation pour elle-même, elle est déjà à l'extérieur d'elle-même, elle sort d'elle-même quand elle se pose la question qu'est-elle. Et bon, connaissant son histoire,
moi j'y vois quelque chose d'assez tragique, quoi. Mais c'est effectivement un très beau dessin, elle en a laissé quelques-uns, il y a aussi la fleur des amants qui est magnifique, il y a un autre dessin où une autre image où, aussi celle où on voit son visage qui sort avec une main renversée en dessous, c'était l'image de la collection Poche. Hein, donc elle a laissé quelques très beaux dessins et autoportraits d'elle. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est ce questionnement. Oui. Elle est dans sa grande cape qui a joué un rôle dans mon imaginaire en plus, parce que j'avais la même cape quand j'étais jeune. Et donc, avec voilà, elle est auréolée, mais c'est un point d'interrogation. Voilà, qu'est-elle ? Elle qui est moi, qui est-elle ? Ce qui est beau aussi, c'est que votre nom paraît à peine, comme si vous l'avez laissé, elle, en premier plan. Oui. C'est d'elle qu'il s'agit. Il y a un effacement de mon nom. J'ai vu ça. Sur la couverture, oui. Avranches. Avranches, c'est votre pays, entre guillemets. L'Avranches, c'est le pays d'enfance. Oui. Je suis née à Caen. Mais je n'en ai pas de souvenir parce que je suis arrivée très très vite à Avranches et j'ai grandi à Avranches, donc mon enfance. Et c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Oui. Et j'habitais juste à côté du jardin public. Je sais pas si vous connaissez. Il y avait un trou. Voilà. Et, oui, ça c'était pour passer. Il y avait un trou dans le jardin, dans la haie du jardin qui donnait sur un terrain vague. Maintenant c'est construit, mais qui donnait sur un terrain vague, qui est lui-même donné sur le jardin public, avec un autre trou qui permettait de communiquer entre le jardin privé de la maison et le jardin public d'Avranches, qui est un lieu absolument magnifique. Et j'aime beaucoup revoir cette image parce que ça a quelque chose de profondément initiatique, de passer d'un jardin privé à un jardin public par cette espèce de terrain vague, qui était à l'époque un terrain vague, et puis de s'engouffrer dans une espèce de tunnel initiatique. C'est une aventure, et en plus, j'arrivais dans ce magnifique jardin avec ce panorama qu'on a toujours sur la baie du Mont-Saint-Michel. Alors on voit le mont, on voit Tomblaine, qui est au moins aussi important pour moi que le mont lui-même. Et on voit surtout cette lumière extraordinaire sur la baie, sur les lises, sur la Cé et la Célune, des petites rivières qui en plus ont des noms magiques, la Célune, enfin la Cé, la Célune, Célène, la Lune, enfin on est vraiment au cœur, il y a quelque chose de merveilleux qui se joue, c'est le merveilleux du réel, au sens où c'est magnifique, mais aussi au sens où c'est une terre de légende, une terre de contes. Je suis nourrie de ces histoires magiques qui se passent dans la baie du Mont-Saint-Michel, de miracles, d'enfants nés au milieu des vagues, enfin. C'est ce qui a fait que vous avez choisi les lettres, l'agrégation et d'écrire. Oui, j'ai choisi la voie qui me permettait d'avoir une indépendance financière jeune, c'est-à-dire effectivement passer Fontenay-Saint-Cloud, c'était la possibilité d'être indépendante financièrement à 19 ans, donc ou 20 ans, enfin, et donc c'était le cas et c'était important, oui. Il y a 2 livres en cours bientôt. Oui. Alors Mars, oui, on est en février, donc il va être imprimé dans les semaines qui viennent. C'est un texte qu'on a écrit à 2 en fait. C'est un texte que j'ai écrit avec Jean-Paul Galibert, qui est quelqu'un qui a travaillé sur c'est un philosophe et professeur de philosophie, qui a écrit des livres et qui a fait une thèse sur le langage et qui a traversé un AVC, enfin qui a subi un AVC, c'était en septembre 2022, et l'AVC l'a laissé aphasique, donc une perte de langage. Et bon, il a reconstruit, réparé, récupéré ça pendant 2 ans, et je notais tout au fur et à mesure, et donc c'est écrit à la première personne, c'est lui, c'est vraiment vu de sa réflexion, comment on parle, comment ça se passe quand on n'a plus les mots. Et que néanmoins on a encore la connaissance des choses. Mais quel est le rapport entre les mots et les choses quand on est dans cette situation d'aphasie, de perte du langage, et comment on le récupère. Alors, donc c'est ce texte difficile, qui a été difficile à écrire. Quelle chanson vous aimez entre 2 lettres de Léona? Alors ce qui est terrible, c'est que si je fredonne dans ma tête un peu tout le temps, là, ça fait partie des petites, des petites intrusions, disons. Oui. Mais le problème d'une chanson, c'est que quand elle s'installe, elle est là pour 3-4 jours. Oui. J'ai souvent dans mes récits, j'ai pratiquement toujours une bande son.
La musique est extrêmement présente dans ma vie, donc elle est extrêmement présente dans mes textes. Et je me fais vraiment la bande-son de mes personnages et de mes textes. Et donc dans celui-ci, oui, il y a pas mal de chanteurs qui passent et de chansons de l'époque avec Fréhel ou un peu plus tard Piaf ou des chansons ultérieures. Là, tel quel, je pense à la chanson dont je cite un passage qui est Youkali, le Kondaï, parce que c'est l'histoire, là aussi, cette recherche d'un pays utopique, et il n'y a pas de Youkali, ça n'existe pas. Et j'aime beaucoup parce que c'est ce que je mets en exergue, je crois. C'est... Il y a des photos aussi. Oui, il y a des photos. Oui. À l'intérieur. C'est le pays Youkali, c'est le pays de nos désirs. La barque c'est là que la barque vagabonde m'a emmenée, et errante et vagabonde, errante. Et donc j'ai cité ces passages-là parce que Léona se présente comme l'âme errante. Et que donc voilà, on est dans l'univers, je trouve, très léonien, avec Youkali, la recherche, le pays des désirs, la folie, mais ce pays n'existe pas, et on revient à la réalité, et la réalité est tragique et terrible. Et on est dans cette errance qui, malheureusement, quand elle entre dans le réel, quand on quitte le domaine de l'errance fantasmée, poétique, pour entrer dans la réalité de la maladie, c'est terrible. C'est terrible. Vous êtes à la GDL aussi, je crois. Et oui, je suis administratrice de la GDL, je suis au bureau, je suis secrétaire générale adjointe. Et Georges Sand, parce qu'il y a aussi un livre sur Georges Sand. Oui, alors ça paraît en mai prochain. J'ai déjà travaillé sur elle en 2012, je lui ai consacré un livre, c'était Georges Sand à Nohant. Donc j'ai raconté son histoire. Je la faisais raconter par Ballandard, le chef de ces marionnettes. Et là, c'est tout autre chose, ce sont des miscellanées. Donc c'est tout ou presque sur Georges Sand, aux éditions Court Toujours. Donc, c'est une figure qui me fascine. C'est une femme que j'admire énormément. Oui, c'est une femme que j'admire énormément pour sa liberté, bien sûr, pour la façon dont elle s'est affranchie, mais pas seulement des conventions de l'époque, pas seulement des rumeurs, pas seulement des on-dit, et même des... elle s'est aussi affranchie de ses propres souffrances. De ses propres... Elle aussi, c'est un pseudonyme. Elle aussi a fait le choix de vivre sous un nom d'emprunt. Alors bien sûr, on peut rapporter à l'époque, c'est plus facile de publier, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a jamais que ça. Il n'y a jamais que ça. Il y a aussi le fait de faire une rupture avec toute cette succession d'aurores qui, pour le coup, constitue effectivement un destin, avec des choses à reprendre dans le destin et d'autres dont on ne veut pas. Et puis des éléments d'histoire familiale que certainement elle mettait à distance. Donc c'est une femme que j'admire beaucoup, qui avait une culture extraordinaire, qui avait une réflexion sur son époque, parce qu'elle a traversé le siècle, elle a vu les changements, les bouleversements économiques, les bouleversements sociaux, elle a assisté et participé à la Révolution de 48, elle a vraiment été active sur le terrain, elle avait vraiment une très grande culture scientifique, littéraire, musicale, elle avait une très grande sensibilité. Et on l'a réduit tellement à quelques romans champêtres, mais bon, ça change beaucoup. C'est une femme seule, c'est une femme là aussi avec des zones d'ombre importantes, qui était assez taiseuse d'ailleurs, qui n'était pas et qui elle se décrit, elle se décrit, c'est-à-dire elle aime se décrier, quoi. Elle aime se dire mais de toute façon moi je suis une bête, je suis bon voilà, ça participe mais fondamentalement il y avait quand même, je pense, cette difficulté aussi à trouver et à se faire sa place, dans tous les cercles qu'elle pouvait traverser, et y compris chez elle où elle recevait à Nohant tellement de monde, quoi. Elle avait tellement cet idéal de communauté, de thébaïde comme ça, magnifique, où il y aurait une égalité homme-femme, où il y aurait une égalité sociale, où il y aurait un respect de l'autre. Nous sommes arrivés, hélas, à la fin de cette escale. On serait resté des heures, c'est passionnant. C'est un livre donc de Ella Ballard, Léona D, La femme cachée dans le mythe de Nadja, et c'est aux éditions des femmes, Antoinette Fouque, qui elles aussi sont comme un barrage parfois, parce que c'est une édition engagée. Oui, elles ont cette histoire, cette tradition, mais qui est encore parfaitement actuelle, d'être aux côtés des femmes, d'ailleurs du monde entier. Voilà. Un grand merci. Un grand merci à vous. Vraiment, et on va finir avec la musique de Bach.